Bonjour, je me présente Charles Saint-Pierre, le président de la OHQ. Je suis vraiment heureux d'être ici aujourd'hui. Puis nous avons le plaisir d'accueillir pour notre journée éducative 2023 Dr Jacques Hébert, qui est immunoallergologue, spécialiste de l'AOH depuis plus de 40 ans. C'est un titulaire de plusieurs publications scientifiques, tant au niveau national qu'au niveau international. Il est reconnu par ses pairs et l'industrie comme un pionnier et une référence internationale. Jacques, merci d'être avec nous aujourd'hui. Puis merci de nous présenter le sujet d'aujourd'hui qui va être l'importance du dépistage familial. Donc, Jacques, je te passe la parole. Alors, merci pour cette charmante introduction. Alors, on commence par une petite note d'histoire pour se rappeler, en fait, que l'angioïdème héréditaire a d'abord été décrit en 1882 par un docteur Quincke en Europe. Et la description qu'il en a faite a été reprise par le docteur Osler dans son textbook de médecine en 1888. Le docteur Osler ajoutait aussi une information concernant l'atteinte de plusieurs membres d'une famille sur plusieurs générations, d'où la notion de maladie héréditaire qui était déjà introduite en cette année-là. Ça a pris 80 ans avant que d'autres pas se fassent dans la compréhension de l'angioïdème héréditaire. Au début des années 60, un groupe américain a trouvé que les symptômes de l'angioïdème héréditaire étaient associés à une protéine dans le sang qui n'était pas régulée. Et quelques années plus tard, on a noté que cette régulation-là devait se faire par une protéine qui était aussi impliquée dans la régulation du complément qu'on appelle le C1 inhibiteur et qui était déficient chez les patients avec angioïdème héréditaire. Et ceci ouvrait la porte pour la classification des angioïdèmes héréditaires associés à un déficit de l'inhibiteur du C1, les types 1 et 2 dont on va parler plus tard. Plusieurs années plus tard, on a remarqué que des patients qui avaient un profil clinique tout à fait comparable aux types 1 et 2 qui ont été décrits plusieurs années avant, mais qui avaient un complément tout à fait normal, un inhibiteur du C1 tout à fait normal. Et en 2006, un groupe de chercheurs à Toronto, Dr. Bentley et Dr. Bock en Allemagne, ont découvert des mutations au niveau des protéines qui étaient impliquées dans l'angioïdème héréditaire. On a découvert dans cette année-là aussi que la bradykinine était la molécule qui était impliquée dans les symptômes reliés à l'angioïdème héréditaire et que les molécules qui étaient impliquées dans la production de bradykinine, dont le facteur 12, une mutation à ce niveau-là pouvait entraîner des symptômes d'angioïdème héréditaire avec un inhibiteur du C1 tout à fait normal. Dans les années suivantes, d'autres mutations avaient, au niveau de d'autres protéines impliquées dans la production de bradykinine, comme le kininogène, comme le plasminogène et comme l'angiopoïétine ont été décrites. Donc, on arrive donc maintenant à comprendre que la bradykinine joue un rôle quand même central dans la pathophysiologie de l'angioïdème héréditaire. Et chez les patients atteints d'angioïdème héréditaire, causé par un déficit quantitatif fonctionnel de l'inhibiteur du C1, on sait maintenant que l'intensification effrénée de la kallikréine entraîne une production augmentée de bradykinine et entraîne des symptômes de l'angioïdème. On sait aussi que cette kallikréine-là est activement activée soit par le facteur 12 au niveau de la phase de contact ou soit par le plasminogène. Et ces deux molécules-là sont capables d'activer la kallikréine qui, elle, une fois activée, entraîne la production de bradykinine. Et vous remarquez que tous ces circuits-là qui mènent à la production de bradykinine sont en théorie régulés et contrôlés par l'inhibiteur du C1 qu'on voit ici. Et lorsque cette molécule-là est non fonctionnelle ou absente, on comprendra que une fois activée, la kallikréine
s'accélère, devient beaucoup plus active et ceci entraîne une accumulation, une production accrue de bradykinin avec tous les symptômes qui s'y rattachent. Et la bradykinin, une fois qu'elle est produite, elle va aller se fixer au niveau des récepteurs, au niveau des cellules endothéliales, ce sont les cellules qui tapissent les vaisseaux sanguins. Et cette activation-là de ce récepteur-là crée un espace entre les cellules épithéliales qui permet au liquide du sang de s'évader dans les tissus pour causer l'édème qu'on connaît. Et cet édème-là peut toucher n'importe quelle partie du corps, la peau évidemment, les membres, les extrémités, mais aussi le visage, les voies respiratoires et aussi les organes internes comme l'intestin qui peut donner des douleurs abdominales absolument épouvantables avec des ballonnements. Toutes les parties du corps peuvent être touchées à un degré ou à un autre par ces formes d'édème-là. Voici des exemples de ces édèmes-là au niveau de la lèvre, au niveau de la main. Il y a un enfant ici qui a des cris de douleur abdominale associés à l'angioédème héréditaire. Donc, on a deux types d'angioédème héréditaire, les types qui sont reliés à l'inhibiteur du C1, les types 1 et 2, et on sait que les types 1 sont des patients qui ont un inhibiteur du C1 qui est absent, qui n'est pas présent, et ce groupe-là compte pour 85% des patients avec angioédème héréditaire. Et des types 2, c'est des situations où le C1 inhibiteur est présent mais non fonctionnel. Et ce groupe représente à peu près 15% des patients avec angioédème héréditaire. On rappellera que la prévalence de cette condition est à peu près 1 sur 50 000 et que l'âge moyen d'apparition des symptômes est à peu près 10 ans. C'est allant entre 4 ans et 18 ans. Alors, le gène responsable de la production de l'inhibiteur du C1 est connu, il est au niveau du chromosome 11 et sur ce gène-là, on a trouvé au moins 400 mutations différentes qui donnaient comme conséquence les symptômes reliés à l'angioédème héréditaire. Le type de mutation, le site de la mutation n'a pas d'impact sur la présentation clinique comme telle. On sait aussi que l'angioédème héréditaire, type 1 et 2, est une maladie héréditaire qui va toucher les hommes et les femmes de façon égale et 50% de la progéniture va obligatoirement être touchée. C'est une condition donc héréditaire qui touche 50% des descendants, des deux sexes touchés également. On faut se rappeler quand même qu'il y a 25% des patients qui vont avoir une mutation de novo, qui vont être le premier de la lignée à avoir la mutation. Ça veut dire que ses parents ou frères et sœurs ne seront peut-être pas touchés, mais leurs enfants vont l'être, de la même façon qu'on vient de le décrire. Voici un organigramme d'une famille sur 5 générations et on voit très bien ici que hommes et femmes sont touchés dans chacune des générations également 50-50. Maintenant, à côté des patients avec un angioédème héréditaire lié à l'inhibiteur du C1, on a ceux qui ont un angioédème héréditaire, mais avec un complément tout à fait normal. Alors, on a dit que quelques mutations avaient été décrites associées à cette pathologie-là, mais il faut dire aussi que la majorité des patients avec un angioédème héréditaire avec complément normal, la cause précise de cette anomalie est encore inconnue à ce jour. Alors, les anomalies qui ont été décrites, c'est les mutations au niveau du facteur 12, dont on a parlé tantôt, les mutations au niveau du plasminogène, de l'angiopoïétine et plus récemment du kininogène. Alors donc, c'est des mutations qui touchent, qui vont aboutir à une accumulation de bradykinine, et toutes les conséquences qui s'y rattachent, telles que décrites pour les types 1 et 2. Ce qui distingue les types 1 et 2 de ce groupe-là, c'est que les voies respiratoires sont plus facilement touchées, les voies respiratoires supérieures, mais surtout que les femmes sont particulièrement sensibles à cette pathologie-là et que les estrogènes jouent un rôle dominant dans la pathophysiologie de cette condition-là, beaucoup plus que dans les types 1 et 2. Alors, vous avez ici le facteur 12 et vous avez deux mutations qui ont été décrites
associée à l'angioédème héréditaire de cette condition-là. Cette condition-là est une maladie héréditaire aussi, autosomale dominante, comme les types 1 et 2, ça a été bien décrit. Et lorsqu'il y a une mutation à ce niveau-là, ça augmente l'activité du facteur 12 qui devient encore plus capable d'activer la kallikréine qui conduit à une accumulation de bradykinin et des symptômes d'angioédème. Alors, il y a aussi le plasminogène. Quelques familles ont été décrites, surtout en Europe, comme telles. Et encore une fois, une mutation à ce niveau-là entraîne une production augmentée de plasmine qui est capable à la fois d'activer le facteur 12 et la kallikréine, les deux conduisant à une accumulation de bradykinine. Pour ce qui est de l'angiopoïétine, c'est une molécule qui est à la surface des cellules endothéliales et lorsque cette cellule-là est activée pour créer une vasodilatation, cet circuit-là a comme mission de bloquer, de venir autoréguler cette vasodilatation-là. Et vous voyez que si elle n'est pas fonctionnelle à cause d'une mutation, eh bien, la vasodilatation va se prolonger et des symptômes, la perte de liquide va s'accentuer avec des symptômes qui s'ensuivent. Alors, vous avez ici un schéma global qui résume un peu la situation de l'angioédème. Vous avez des patients avec un déficit de limiteur du C1 type 1 et 2. Vous avez ici des patients avec un angioédème relié à un complément normal, mutation au niveau du facteur 12, une mutation au niveau du plasminogène, en se rappelant que la majorité des patients dans ce groupe-là ont une anomalie qui est inconnue à ce jour. L'angiopoïétine est un peu une classe à part parce que ce n'est pas nécessairement directement relié à l'angio, à la bradykinine comme telle. Et il faut se rappeler aussi que dans les angioédèmes, tout à fait comparables à ce qu'on vient de décrire, il y a les angioédèmes secondaires qui consomment l'inhibiteur de C1 et qui ont un tableau clinique comparable, mais ils sont secondaires soit à un processus prolifératif, soit à une maladie auto-immune, et ceux qui sont reliés à la prise de médicaments extérieurs qui vont bloquer le catabolisme, la destruction de la bradykinine. Ces deux conditions-là ne sont pas héréditaires et nous concernent moins actuellement. Alors, qui tester pour la AOH? Pourquoi les tester? Pourquoi tester la famille? Puis quand les tester? D'abord, qui tester? Parce que tout patient qui a une histoire suggérant un AOH doit être testé. Les tests classiques, c'est le dosage des inhibiteurs du C1, quantitatif fonctionnel, ou si on n'est pas capable ou si ce n'est pas possible pour toutes sortes de raisons, la recherche de la mutation au niveau du gène peut aussi donner la réponse. Mais aussi, ce qui est important, c'est de tester les membres de la famille, les parents, la fratrie et les enfants, même s'ils sont asymptomatiques. Et ceci est une recommandation qui relève de tous les consensus internationaux qui ont été publiés jusqu'à ce jour. Le premier vient du Canada en 2010 et par la suite, une revision du consensus canadien a été faite, mais il y a le consensus européen, américain et international, le dernier publié, qui vont dans le même sens en termes de recommandations. Alors, pourquoi il faut tester la famille? D'abord, l'AOH est une maladie héréditaire. On l'a dit, autosome dominant. Ça veut dire, on le dit aussi, que 50% des descendants vont être atteints obligatoirement. Ça va toucher autant les hommes que les femmes en proportion égale. Bien sûr, 25% des cas sont des mutations de novo, c'est-à-dire les frères, les sœurs et les parents ne seront pas touchés, mais leurs enfants vont l'être, eux. Alors, dans ces familles-là, même pour les mutations de novo, les descendants doivent être testés au même titre que la famille des patients porteurs d'une maladie. Un angioédème héréditaire non diagnostiqué est associé quand même à de nombreuses complications qui peuvent même entraîner le décès. C'est ça qu'il faut le savoir. Vous connaissez les symptômes reliés à l'angioédème héréditaire, les édèmes périphériques, les édèmes du visage qui sont défigurants, débilitants et qui peuvent toucher les voies respiratoires, causer de l'asphyxie et même le décès, puis les crises de douleur abdominale qui peuvent en imposer pour des abdomens aigus. Et les conséquences de ces symptômes-là
évidemment, ça a un impact personnel et familial épouvantable qui touche la vie personnelle, la vie familiale des gens, la vie professionnelle des gens et des coûts qui sont attachés à ça. Ça entraîne des visites à l'urgence, des hospitalisations, ça entraîne des risques de chirurgie inappropriée parce que les patients se présentent à l'urgence avec des douleurs épouvantables au niveau abdominal qui en imposent pour un abdomen aigu. Et comme le diagnostic n'est pas porté, le patient va être opéré avec une chirurgie qu'on appelle blanche, c'est-à-dire rien n'est trouvé d'anormal. Ces patients-là sont souvent traités avec des narcotiques pour soulager leur douleur. Et un bon nombre de patients sont devenus dépendants aux narcotiques, surtout aux États-Unis, ça a été bien décrit. Et évidemment, comme on l'a dit, si on atteint des voies respiratoires supérieures, il y a un risque quand même de blocage, de suffocation, d'asphyxie, qui peuvent mener au décès, qui peuvent obliger les médecins à intuber ces patients-là, à faire des trachéotomies. Et il faut se rappeler qu'avant l'ère moderne des traitements qu'on a aujourd'hui, le taux de décès relié à des suffocations par atteinte des voies respiratoires supérieures était dans les 25 à 30 %. Donc, c'est quand même pas banal. C'est pour ça qu'il faut savoir si le patient, si une personne donnée est porteur ou non d'angioédème héréditaire. Pourquoi tester la famille? Un autre point, c'est que connaître le diagnostic, même s'il n'y a pas de symptômes, c'est être capable de prévoir, de mettre en place une prophylaxie qui va prévenir les complications. Cette prophylaxie-là, à court terme, elle peut être en regard d'une intervention d'urgence. Quelqu'un fait un abdomen aigu, qui fait un appendicite, qui a une fracture d'une jambe ou d'un bras, qui doit être opéré d'urgence là. Ben, si on sait que ce patient-là est porteur d'un angioédème héréditaire, on peut lui donner une médication prophylactique qui va prévenir des complications. Dans les prophylaxies, on peut aussi intervenir pour les interventions qui sont programmées. On pense par exemple à toutes les manipulations dentaires. Les recommandations, c'est un traitement préventif avec l'inhibiteur, le dérivé plasmatique de l'inhibiteur du CA1, Bérinaire ou Sunrise, une couple d'heures avant l'intervention. Si on n'avait pas accès à ça, le plasma frais congelé a été décrit comme étant une possibilité non optimale, non idéale, mais dans l'alternative où il n'y a pas d'autre choix, ça peut être à considérer. Le danazol était un médicament, un androgène de synthèse qui était largement utilisé dans le traitement à long terme de l'angioédème héréditaire et qui était relativement efficace. Et on le recommande aussi pour certaines prophylaxies, surtout parce qu'il y a des coins du monde où les molécules modernes ne sont pas disponibles, ou il y a aussi des questions de coûts qui font que les patients peuvent être obligés de choisir une alternative moins coûteuse. Alors, le danazol est donc une possibilité, mais on recommande, si on devait utiliser cette voie-là, d'avoir quand même l'inhibiteur du CA disponible ou à portée de main, quand c'est possible. Voici une étude qui a été faite dans les années 2000-2010 et ça a été fait par le groupe de Bork en Allemagne et ça montre très clairement ici que dans le contexte de manipulation dentaire, lorsque vous êtes pré-traité, peu importe les modalités, puis les modalités qu'on avait dans ces années-là étaient beaucoup moins puissantes que ce qu'on a maintenant, peu importe le traitement prophylactique mis en place, le taux de complications était réduit de 50 % chez les patients qui étaient pré-traités. Et je suis certain que ce taux-là sera encore plus bas avec les traitements modernes qu'on a aujourd'hui. Voici une étude qui a été faite en France cette fois-ci, encore une fois dans le contexte d'intervention dentaire. 64 % des patients avaient expérimenté une attaque lors d'une procédure dentaire. 34 % de ceux-là, il y avait eu œdème laryngé facial et 46 % de ces patients-là avaient dû être traités d'urgence. Et on a observé aussi que 88 % des patients qui avaient eu une attaque, 88 % n'avaient pas été traités. Donc, le traitement préventif a sa valeur et c'est une raison pour laquelle c'est important de connaître le statut d'une personne
pour être capable d'intervenir d'une façon prophylactique. Savoir le diagnostic, c'est aussi être capable de traiter rapidement une crise aiguë. Alors, si on sait que le patient est malade, puis il fait une crise aiguë, puis il se présente à l'urgence, puis on sait qu'il y a un diagnostic d'angioédème héréditaire, même si ce n'est pas traité en prophylaxie, bien, sachant ça, on peut, sans perdre de temps, le traiter d'emblée avec la médication appropriée. Puis les médicaments qu'on a pour traiter les phases aiguës maintenant sont nombreux. On a le dérivé plasmatique des limiteurs du C1, le Bérinaire, qui se donne par voie intraveineuse, qui est efficace. Et l'antibradykinin, qui est le Firazyr ou le Cativa, qui est très efficace aussi, qui donne par voie sous-cutanée, donc facilement rapide d'application et d'utilisation. Et puis, si on n'a pas rien de ça, le plasma frais congelé reste une alternative thérapeutique qui, faute de mieux, pourrait être utilisée. Donc, on est capable, en sachant le diagnostic, d'intervenir rapidement et de prévenir une foule de complications dont on a parlé tantôt. Maintenant, quand on connaît le diagnostic, il faut se rappeler aussi que le traitement au long cours, la prophylaxie à long terme, quand même a changé considérablement. Aujourd'hui, le but du traitement, c'est de permettre aux patients d'avoir une vie normale, le plus normale possible. On se rappelle qu'avant les années 2005-2010, les seuls traitements qu'on avait, c'est la cortisone et les antidouleurs. Cette époque-là est révolue. Il y a plusieurs années, les androgènes de synthèse étaient largement utilisés. Une étude du docteur Michael Frank de Boston avait montré que l'efficacité des androgènes de synthèse à forte dose était de l'ordre de 90%. Mais les effets secondaires reliés à cette thérapie-là sont tellement élevés de tout ça que ça a été délaissé. Et aujourd'hui, il n'y a plus de raison de traiter des patients avec des androgènes. Même que dans certains pays comme l'Allemagne, le traitement de l'angioédème héréditaire avec des androgènes est formellement défendu par la loi. Troisièmement, l'époque des traitements par voie intraveineuse a été, lorsqu'ils sont arrivés, une révolution dans le traitement des patients avec angioédème héréditaire. On était capable maintenant d'intervenir rapidement et efficacement. C'était les dérivés plasmatiques des limiteurs du sang qui étaient donnés par voie intraveineuse. Maintenant, comme c'était des procédures compliquées, c'était souvent limité à des patients plus sévères ou loin des grands centres de traitement. Mais puis le but du traitement était de sauver des vies. Et c'était important, ça a permis un pas considérable dans le traitement des patients. Mais cette époque-là est aussi révolue. Les traitements qu'on a aujourd'hui, vous les connaissez, sont conviviaux. Ils sont administrés par voie sous-cutanée ou par voie orale. L'efficacité est de 90-95%. Et le profil d'innocuité sont plus qu'excellents. C'est des produits tout à fait sécures. Alors, les produits qui sont disponibles dans ce sens-là, c'est les dérivés plasmatiques des limiteurs du C1, le Sunrise, qui est encore donné malheureusement par voie intraveineuse, mais qui est quand même disponible et efficace. L'Egarda, qui est un inhibiteur du C1 par voie sous-cutanée. Alors, l'efficacité aussi est excellente. Le Orladeyo, qui est un anticalicréine par voie orale, donc une utilisation relativement simple. Et le Taxero, qui est une injection sous-cutanée aux 2 ou 4 semaines, qui est un anticalicréine elle aussi. Alors donc, vous voyez qu'on a des produits quand même qui sont disponibles, que la plupart de vous avez eu ou prenez actuellement activement, et qui permettent aux gens d'avoir une vie normale. Et le but de cette thérapie-là, c'est d'arriver à permettre aux patients avec angioédème héréditaire d'avoir une vie normale. L'acide tranexamique, qui est largement utilisé en Europe, l'est beaucoup moins ici en Amérique, et l'efficacité est certainement loin d'être comparable aux 4 premiers qu'on vient de décrire.
si la situation actuelle est plus que encourageante et intéressante, le futur est encore plus prometteur. Maintenant, on va avoir accès dans pas long à une foule d'agents thérapeutiques qui sont plus qu'intéressants. On a accès à la thérapie génique très bientôt et à des traitements qui vont être ou définitifs ou aux 6 mois. Donc, vous voyez que la vie pour les patients qui ont angioédème récital va devenir beaucoup plus normale qu'elle ne l'était il y a à peine 20 ans. Alors, vous voyez ici sur ce tableau-là qui a été publié récemment par mon collègue Dr Marceau, vous voyez que en vert, c'est des produits qui sont déjà acceptés sur le marché, mais en jaune, vous avez quand même des produits en développement. Vous avez ici de la thérapie génique pour l'inhibiteur du C1 lui-même, qui est en étude actuellement. Vous avez le développement d'un anticorps monoclonal anti-kallikrein qui va être donné aux 6 mois, qui est en développement. Vous avez toutes les manipulations génétiques ou blocages de la kallikrein jusqu'à la thérapie génique ciblée pour bloquer la kallikrein et par conséquent bloquer la production de bradykinin, qui sont des produits en développement. Et ceux qui sont encore plus près du marché, on a les anticorps anti-facteur 12, qui en bloquant le facteur 12, on va être capable de bloquer évidemment toutes les conséquences de son activation, y compris la production de bradykinin. Et plus en bas, un antibradykinin par voie orale qui non seulement est efficace pour traiter des phases aiguës de façon vraiment spectaculaire, mais son action est tellement prolongée qu'il pourrait être considéré comme traitement prophylactique aussi par voie orale. Donc, vous voyez que si la situation actuelle est quand même intéressante, le futur est encore plus prometteur pour permettre à une foule de patients d'avoir une vie plus que normale. Quand traiter, quand tester, évidemment le plus tôt possible. Alors, évidemment, le traitement, le diagnostic, le dépistage après l'âge d'1 an, c'est dosage inhibiteur du C1 quantitatif fonctionnel ou au pire aller, la recherche de mutation au niveau du gène. Après 1 an, le test est relativement fiable dans la plupart des laboratoires. Avant l'âge d'1 an, les dosages inhibiteurs du C1 sont abaissés dans l'ordre de 61-70%. Donc, un dosage bas à cet âge-là n'est pas nécessairement indicateur d'une pathologie ou d'une maladie. Et c'est sûr que si on avait un dosage qui était bas, il est recommandé de le refaire le dosage après l'âge d'1 an ou si la situation clinique l'exige. La seule façon d'avoir un diagnostic sûr, ce serait via la recherche des mutations au niveau du gène. Donc, entre 0 et 1 an, il faut se rappeler que les dosages inhibiteurs du C1 sont plus bas que chez les adultes et ça peut donner l'impression d'une pathologie qui, dans le fond, n'en est pas. Est-ce qu'il y a une place pour le traitement périnatal par biopsie ou par amniosynthèse? Ben, écoutez, c'est une décision qui doit être prise individuellement, cas par cas, mais dans la vraie vie, c'est peu probable parce que d'abord, les enfants qui sont malades à la naissance ou dans les premières années de vie, c'est quand même relativement très rare. Et donc, le savoir de façon prénatale, ça ne changera pas grand-chose, d'autant plus que maintenant, pour ces patients-là, on va avoir des traitements tellement efficaces pour leur permettre une vie normale qu'il n'est probablement pas essentiel d'avoir un diagnostic prénatal chez la grande majorité des gens. Mais ça reste une décision qui doit être prise au cas par cas entre le traitant et le patient. Merci. D'abord, merci Jacques pour ces informations. Petite question pour toi. Tu nous as parlé du type 1, du type 2, également du C1 inhibiteur normal. Là. Pour ceux qui ne savent pas, c'est anciennement, on l'appelait communément le type 3. Là. Est-ce que, à part égal, on parle d'un 50% au niveau de l'hérédité ou le C1 normal, type 3, le pourcentage est différent? Pour ce qui est
des déficiences au niveau du facteur 12, c'est une maladie autosomale dominante, comme le type 1 et 2, et les mêmes règles s'appliquent. Pour les autres, le nombre de cas est tellement petit, on a quelques familles seulement, on n'est pas encore sûr du mode d'hérédité chez ces gens-là. Alors, on ne sait pas vraiment. Mais pour le type 12, les mêmes règles s'appliquent et le risque d'atteinte dans la descendance est hommes et femmes égale 50-50. Là, évidemment, là, plusieurs personnes sont touchées par ton intervention puis tout ça. De quelle manière suggères-tu qu'ils doivent procéder pour pouvoir accès à ce dépistage familial-là? Est-ce qu'ils doivent communiquer avec leur médecin? Est-ce que c'est quelque chose que peut-être va se faire de l'autre côté? Les médecins vont se passer le mot et vont communiquer avec leurs patients? Qu'est-ce que tu suggères? Bon, moi, je pense que dans la plupart des situations, les patients qui sont suivis par une équipe médicale chevronnée, experte en angioédème, ils se font offrir d'avoir le dépistage familial. Et le défi qu'on a, comme moi j'ai vu que Dr. Bock me disait récemment, c'est que les familles, quand le patient est asymptomatique, veulent pas que les enfants soient testés pour toutes sortes de raisons qui tiennent peu ou pas à la route. Alors, je pense que si vous êtes patient porteur d'un angioédème héréditaire, puis qu'il y a des membres de votre famille qui n'ont pas été testés, si vous en parlez au médecin traitant, c'est certain qu'il va prendre des mesures rapidement pour que le dépistage soit fait. Et comme je vous dis, comme la résistance vient beaucoup de l'autre côté, à savoir que en dépit des sollicitations importantes, le Dr. Bock me disait en Allemagne qu'il a pris du temps à appeler directement lui-même les patients pour les encourager à venir se faire tester. Puis malgré tout, malgré le fait qu'il le faisait personnellement, il y avait encore de la résistance. Les gens ne venaient pas, veulent pas savoir, etc. Puis dans notre milieu ici, cette situation-là, on l'a vu, je peux vous dire. Donc, moi, je pense que le message, pour toutes les raisons qu'on a mentionnées aujourd'hui, devrait être que si vous avez des membres de votre famille, il faut les encourager avec ces arguments-là à être testés parce qu'ils sont, eux, les premiers gagnants. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. Ils sont, eux, les premiers gagnants à tout point de vue. Puis, on comprend que la maladie peut se présenter de plusieurs façons. Si les symptômes commencent autour de 10 ans pour la plupart, moi, j'ai vu des patients, ça a été décrit, où les premiers symptômes ont été à l'âge adulte avancé. Puis ça a été découvert souvent de façon fortuite parce qu'un frère venait d'être découvert. Alors donc on peut avoir des patients qui vont avoir la maladie de Clovis et qui n'ont pas eu de symptômes de leur vie. Ça, c'est possible. Mais qu'est-ce qui va se passer dans ces gens-là? On ne sait pas. Plus on est interventionniste, plus on est prophylactique, moins on risque d'avoir des complications à court et à long terme. Tout à fait d'accord avec toi. Il faut prendre en considération aussi une chose, c'est que, comme tu l'as très bien souligné, on n'est plus à l'ère des traitements qui étaient excessivement invasifs, où il fallait donner des injections intraveineuses, que c'était vraiment un casse-tête épouvantable pour les patients. On est rendu complètement ailleurs. Meilleure qualité de vie, des traitements sous-cutanés qui se font très rapidement, qui sont excessivement efficaces. Même chose en ce qui concerne les nouveaux traitements oraux. On est complètement ailleurs. Puis s'il y a une chose à retenir, je crois, Jacques, c'est que c'est pas si ça va se manifester, de quelle manière, c'est plutôt quand. Exact. Car soyez assurés que ça va se faire, ça va se manifester, ça va arriver, et souvent, ça arrive à des moments où on est les plus démunis, que ce soit en voyage, que ce soit à l'extérieur, peu importe, où ce que là, on l'aurait souhaité savoir qu'on était atteint de la maladie, puis qu'on avait quelque chose qui pouvait faire en sorte de nous protéger lors d'une crise, d'une attaque très, très sévère. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps de communiquer avec votre médecin spécialiste, demandez un dépistage de votre famille. On parle de la vie des gens. J'ai été témoin de plusieurs décès, Jacques aussi. Il est temps que ça finisse et on peut effectuer un changement.
Mais cette responsabilité-là, c'est tous et chacun qui l'avait sur les épaules. Donc, sur ce, je te remercie infiniment, Jacques, pour cette intervention. Puis n'hésitez pas à communiquer avec Jacques, qui opère présentement au privé dans les cliniques Lacroix, qui est très accessible. Puis, Jacques, je te laisse le mot de la fin. Un dernier mot pour reprendre ce que tu disais, Charles, avant de terminer. Il y a 15 ans seulement, le but du traitement était de sauver des vies. Aujourd'hui, le but du traitement, c'est d'avoir une vie normale. Et aujourd'hui, c'est possible. Aujourd'hui. Puis demain, ça va être encore plus possible. Alors donc, c'est pour ça que ça vaut la peine de savoir, parce que il y a 15 ans, avoir un diagnostic, c'était avoir une épée de Damoclès sur la tête, puis de ne pas être capable de vivre, peut-être. Aujourd'hui, c'est plus ça. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Qu'aujourd'hui, là, avoir un diagnostic, c'est de donner à ces gens-là la capacité d'avoir une vie normale, sans stress, sans inquiétude. Merci, Jacques, pour cette intervention. C'est grandement apprécié. Et sur ce, mais bonne continuité de journée éducative. Merci à tous. Au plaisir. Bonne journée.